Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et en cette fin d'année, à quelques jours de Noël, il y a ceux qui sont tout excités à l'idée de se retrouver en famille et puis il y a tous ceux que ça angoisse. Faut dire qu'aujourd'hui, avec toutes ces familles recomposées, je devrais d'ailleurs plutôt dire décomposées, ce n'est pas toujours simple de trouver le juste équilibre. Alors j'aurais juste envie de vous dire, il suffit d'être gentil avec nos proches, puisque la gentillesse, nous en parlions mardi avec Franck Martin, c'est le bras ouvert de l'amour. Alors pourquoi c'est si compliqué en ces périodes de fête ? Je vous propose qu'on en parle ensemble avec mon invité Guillaume de Brébisson. Alors bien sûr, c'est vrai déjà que le mois de décembre est un mois particulier, il fait nuit de plus en plus tôt, on accumule la fatigue de la rentrée, mais je crois surtout que ces vacances de Noël réactivent nos souvenirs d'enfance et obligatoirement nos blessures d'enfants, nos manques, nos exigences de réparation. Alors si vous avez envie d'en parler avec nous, vous n'hésitez pas, il vous suffit de nous appeler au 0826 300 300. Bonjour Guillaume de Brébisson. Bonjour Brigitte. Alors vous avez eu envie qu'on aborde ce sujet, vous êtes thérapeute, sexothérapeute également, vous avez écrit évidemment de nombreux livres, dont Lettre à mon fils, pour évoquer la sexualité avec votre ado, c'était aux éditions First, très joli livre d'ailleurs. Là, on s'éloigne un peu du sujet, mais vous entendez beaucoup les gens en ce moment qui s'inquiètent, qui voudraient, qui osent pas, qui ont beaucoup d'exigences. Comme vous le disiez, je suis thérapeute de couple et puis thérapeute psychocorporel et ça fait à peu près 1 mois, mais c'est comme ça tous les ans, que pratiquement toutes les séances tournent autour de mon Dieu, c'est bientôt Noël, comment vais-je y survivre un peu, ou comment va-t-on faire, ou comment s'organiser, ou voilà le stress que ça me crée, les angoisses qui montent, etc., etc. Et je pense que vous l'avez dit en introduction, c'est tout à fait juste. Il y a vraiment tous ces souvenirs d'enfance mal digérés, de Noël peut-être pas vraiment ratés, mais en tous les cas décevants ou déçus pour l'enfant que nous avons été, qui sont qui deviennent de nouveau extrêmement sensibles et avec ce désir lui-même enfantin finalement d'une compensation, de réussir les fêtes pour peut-être enfin mettre fin à une mécanique qui est celle du transfert finalement. Oui, bien sûr. Et alors, il y a aussi toute cette valse des cadeaux où on se sent obligé d'offrir des cadeaux à des gens qu'on n'aime pas, parce que quelque part, pourquoi se sentir obligé d'offrir des cadeaux à des gens qu'on n'aime pas ? C'est vrai que c'est complètement anachronique, quoi. Je pense que c'est l'équivalent des offrandes aux dieux. C'est-à-dire, je vais apaiser leur courroux avec un joli cadeau et je vais dépenser très cher pour montrer que je leur en veux pas et me protéger de leur future colère. Oui, mais... Il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que finalement, on pourrait très bien dire, moi, j'offre des cadeaux à qui j'ai envie, mais on est obligé d'offrir un cadeau à tous les gens qui seront là ce soir de réveillon, quoi. Oui, alors on est obligé, on n'est pas si obligé que ça. Nous, dans ma famille et moi, ça fait maintenant plusieurs années qu'on pratique ce qu'on appelle le Secret Santa, c'est-à-dire qu'on a un tirage au sort et chacun de nous ne fait qu'un seul cadeau. Alors, d'une part, on économise tous des sommes non négligeables. C'est pas mal. Et d'autre part, pour nous offrir ce qui nous fait plaisir à nous. Et puis, d'autre part, on retire un peu de pression sur tout ça, quoi. Mais oui, parce que ça fait partie moi, j'entends là déjà depuis quelques jours autour de moi des gens qui me disent je sais pas quoi lui offrir quand c'est par exemple une nouvelle compagne, on la connaît même pas, qu'est-ce qu'on offre. Alors je précise, demain on fera une émission spéciale cadeau de Noël avec Christophe de Médicis et on a essayé avec Christophe de trouver des idées de cadeaux pas chers, faciles, qui peuvent faire plaisir et ce sera le sujet de demain. Je vous écouterai et j'écouterai Christophe. J'ai moi-même quelques cadeaux en retard. Non, mais c'est vrai que c'est quand même très compliqué tout ça. Sinon, il y a aussi toute la question des familles recomposées. Je disais en plaisantant décomposées. Oui. Et là, c'est parfois des vrais drames, parce que quand il y a des jeunes enfants qui vont donc être séparés de papa et maman, ou en tout cas de l'un des deux. Oui,
Donc c'est toujours pareil, on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a la lutte de pouvoir dans l'ancien couple peut être et dans le nouveau couple peut être totalement réactivée par la question des fêtes, alors que c'est assez facile de s'entendre finalement. Il suffit d'alterner. Je pense que beaucoup de familles le font. C'est-à-dire on passe la soirée du 24 avec, et puis le 25 c'est l'autre, c'est ça ça, par c'est exemple, une possibilité. Si c'est pas trop loin, évidemment. Nous, on a pratiqué autre chose. C'est qu'on pendant très longtemps, la semaine de Noël était soit avec les enfants, soit sans. Et quand elle était sans les enfants, on partait loin. On en profitait pour le coup. Et ça, c'est quand même un message que je voudrais donner aussi, c'est que Noël, on associe la famille, les enfants, la belle famille. On se fait des nœuds au cerveau, comme vous le disiez, on cherche des cadeaux partout, on ne sait pas lesquels trouver, etc. Mais dans tout ça, il y a souvent le couple qui disparaît. Et c'est dommage parce que à Noël, il y a une période normalement de quelques jours de congé, et on pourrait en profiter pour préserver au moins un peu de temps, peut-être avant Noël justement, dans les jours qui sont là, les jours qui viennent, pour d'abord raffermir son couple, avant d'aborder ensemble toute cette lutte, de haute lutte. Mais est-ce que justement, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que c'est notre culture qui fait que de toute façon, faudra toujours faire passer les enfants avant le couple, alors qu'en fait, c'est deux choses différentes, parallèles, si je puis dire. Mais on a l'impression, en effet, et on le voit par exemple dans la sexualité, combien de couples, à partir du moment où les enfants sont là, ont la sexualité qui va moins bien, ou qui ne va même plus du tout. On l'a encore vu hier. Est-ce que c'est notre culture ? Je sais pas exactement. Je pense qu'il y a différents éléments qui jouent. Bon, dans l'histoire de Noël, il y a vraiment une mise au premier plan de la question des enfants. Ça, c'est clair. Vous disiez le couple et les enfants, c'est parallèle. Dans les couples que je reçois, je suis souvent amené à leur demander, mais finalement, quelles sont vos priorités et dans quel ordre ? Et très souvent, j'ai des hommes qui me disent le travail, la maison, la famille, et des femmes qui me disent les enfants, mon épanouissement personnel et la maison, ou bien la maison et mon épanouissement personnel. Et à ce moment-là, je leur fais remarquer, mais où est le couple dans tout ça ? Oui, c'est ça. Si le couple ne fait pas partie du trio de vos valeurs principales, eh bien, c'est pas étonnant d'avoir des difficultés de couple, finalement. Donc ça voudrait dire que les enfants, la famille, va complètement faire disparaître le couple. On est une famille, on n'est plus un couple, quoi. Alors, il y a vraiment ce risque. Il y a plein de couples qui plongent dedans sans s'en apercevoir. Alors ça après, c'est ma conviction personnelle. Je suis vraiment persuadé que la priorité, c'est le couple pour que ensuite les enfants soient bien et la famille harmonieuse. Mais il faut bien une base, il faut bien une fondation. Et à mon avis, cette fondation, c'est le couple. Sans s'oublier soi-même, bien entendu. Hein. Bien sûr, non, mais ça semble évident d'ailleurs. Et on sait très bien, pour avoir questionné des personnes en fin de vie, les trois quarts regrettent de ne pas avoir laissé assez de place à l'amour. Hein. Et bien sûr qu'on aime ses enfants, ça, personne n'en doute, mais ce n'est pas ce qu'on appelle l'amour au sens large, enfin au sens véritable du terme, évidemment. Alors, non seulement c'est le cas, mais je crois aussi qu'il ne faut pas oublier une chose toute simple, c'est que les enfants un jour s'en vont. Ça, de toutes les façons, c'est normal. Ils nous quittent, voilà, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, et c'est même très bon et très sain. Mais si on a vraiment fait passer son couple en dernier pendant toutes ces années-là, eh bien c'est une drôle de découverte qu'on fait au moment du départ des enfants, où tout à coup on se retrouve face à face, et on n'a plus rien à dire parce qu'on ne s'est rien dit pendant toutes ces années. Donc il y a vraiment, je pense, une inversion des priorités à mener à titre individuel. Ça me semble vraiment important. Bon, eh ben on va voir tout ça avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour Noël ? Est-ce que ça vous angoisse ou au contraire, est-ce que vous êtes tout excité ? Est-ce que vous avez encore des questionnements ? On pourra éventuellement vous aider à trouver la bonne réponse. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre. On est avec Guillaume de Brébisson jusqu'à 16h. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons les fêtes et Noël et le Nouvel An et la famille et les conflits en famille avec Guillaume de Brébisson qui est avec nous, thérapeute de couple. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte.
Bonjour. Bonjour Guillaume. Alors c'est intéressant votre témoignage parce que a priori vous êtes en couple depuis pas mal d'années. Oui. Ça se passait plutôt plus de bien. 20 ans. Oui. Plus de 20 ans, oui, en effet. Donc c'est toute une génération. Et donc tout se passait plutôt bien, sauf qu'il y a quelqu'un qui est arrivé dans la famille et qui a mis le bazar. Voilà. Et ben voilà. C'est la belle-sœur que j'ai fait revenir dans la famille parce qu'elle ne voyait plus ses frères ni sa maman depuis plus de 20 ans pour des questions d'héritage. Et voilà, j'ai eu mon âme charitable et puis je l'ai payé cher, très très cher, puisque ça fait 1 an que ça dure. L'année dernière, déjà à Noël, je me suis pris un lynchage par ma belle famille qui m'a fait faire une tentative de suicide en avril. J'étais hospitalisée 1 mois. Et puis... Alors, excusez-moi Nathalie, mais qu'on comprenne bien. Donc, vous avez vous êtes gentiment dévouée pour que cette belle-sœur donc retrouve sa famille. C'est ça? Voilà. Oui. Et donc la famille vous en veut de l'avoir réintroduite dans le cercle familial, c'est ça? Non, ils ne m'en veulent pas de l'avoir réintroduite, mais en fait, quand au mois d'août l'an dernier, la tante de mon mari est décédée, c'était la sœur de son papa. Et ma belle-sœur n'est la fille que de ma belle-mère, elle n'est pas la fille de mon beau-père. D'accord. Donc j'ai été la voir avec ma belle-mère en lui demandant à ma belle-mère si elle voulait participer aux fleurs, et j'ai eu le malheur de dire à ma belle-sœur, je suppose que toi tu ne veux pas participer parce que d'abord c'était pas un lien filial direct, c'était pas et son puis en père, plus elle n'avait pas d'argent, donc et ça a été interprété, tu ne fais pas partie de la famille. Et à partir de là, c'est parti dans des délires complets. Enfin bon, bref, elle a porté plainte contre moi pour dégradation volontaire de sa voiture. Ça a été voilà, et elle s'est mis mon beau-frère, ma belle-sœur et ma belle-mère avec elle, contre moi. Donc voilà. D'accord. Et donc il y a eu j'ai fait une bêtise. J'ai fait des échanges sur Facebook que j'aurais pas dû mettre puisque c'est des réseaux sociaux, où j'ai mis ma rancœur parce que je lançais des appels à l'aide. Non mais Nathalie, vous n'avez pas fait d'erreur. Je veux dire, on voit bien que là, vous n'avez pas. Bon, vous avez gentiment dit quelque chose qui pouvait lui permettre de ne pas dépenser d'argent, surtout si elle n'en avait pas. Et puis bon, voilà. Après, c'est elle qui délire. Confrontée à une personne extrêmement toxique, toxique. Oui. Vous n'y êtes pas pour grand-chose, vous, même pour rien du tout. Non, mais c'est vrai que le couple a beaucoup souffert, les enfants aussi, puisque j'ai été hospitalisée l'année où mon fils a passé le bac. Donc j'ai eu un mois d'hospitalisation. Nathalie, il faut que vous compreniez, parce que ça c'est votre histoire. C'est pas elle qui vous a emmené à l'hôpital parce qu'elle vous a donné un coup de couteau. C'est vous qui avez fait une tentative de suicide. Donc parce que j'ai pas supporté tout ce qui se passait, d'être rejetée. J'entends bien, mais c'est votre histoire là, et c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi ça vous a tellement blessé au point que vous ne le supportiez plus et que vous vouliez arrêter de vivre? Parce que c'est quand même très très violent ce que vous avez fait contre vous-même. Alors que vous n'y êtes, encore une fois, vous n'y êtes pour rien. Ça part d'un beau geste. Oui. Mais eux me disaient que voilà, j'avais mis des choses sur Facebook, non mais ça, que j'étais une grande malade. Ça c'est eux, mais c'est de vous dont il faut parler. Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce rejet extrêmement puissant que vous avez vécu? Est-ce que vous avez déjà vécu du rejet comme ça plus tôt dans l'enfance ou... Non, jamais. À l'école? Moi, je viens d'une... Non. Donc, vous voyez, en plus, vous répondez d'une manière un petit peu agressive, pas contre nous, bien sûr, hein, mais on voit bien qu'il y a quelque chose, que ça touche quelque chose. Vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti... qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous avez ressenti de... Je me suis sentie blessée. Ça, j'en doute pas, mais blessée, pourquoi? Parce que j'ai senti une injustice. Voilà, on est d'accord. Ok, donc c'est l'injustice. Et alors, quand est-ce que vous auriez vécu déjà une injustice enfant, par exemple? Je ne me suis pas posé la question et j'arrive pas à trouver un moment précis. Alors, on va remonter à la source. Pourquoi vous avez eu envie qu'elle se remette dans la famille, cette femme que vous ne connaissiez finalement pas?
Parce que moi, je viens d'une famille où on est unis, où il n'y a pas d'histoire comme ça d'héritage, de famille. On s'entend, on se parle. Et je trouvais que, elle divorçait et je trouvais que c'était bien qu'elle reprenne sa place dans la famille avec ses frères, avec sa maman. En plus, sa maman était malade. On lui avait décelé un cancer. Donc, je ne savais pas pour combien de temps elle en avait. Bon, elle est toujours là. Mais je trouvais que c'était bien, quoi, qu'on soit tous une famille. Vous l'avez prise sous votre aile. Oui. C'est ça. Oui. Et ça, c'est pareil, ça vous évoque rien de votre situation familiale d'enfance? Vous n'avez pas un cousin, une cousine, un oncle, une tante un peu éloignés ou... Non, c'est vrai que j'ai toujours eu cette bienveillance, j'ai toujours eu la protection de l'autre. Non, c'est vrai que j'avais pris mon frère sous mon aile, c'est vrai que j'étais proche de lui, peut-être que c'est ça que j'ai voulu reproduire. Et on vous a jamais reproché quoi que ce soit de votre générosité naturelle qui est chez vous? Non. C'est donc la première fois. Jusque-là, non. C'est donc la première fois. Donc vous voyez, il y a quelque chose encore une fois à comprendre. Moi, j'ai vaguement une petite idée, mais je veux pas vous donner une piste qui ne serait pas la bonne. Mais je pense que c'est vraiment important de comprendre ce que vous avez. Alors l'injustice, ok, ça paraît, mais ça réveille que quelque part, quand vous êtes comme ça en train de vous occuper des autres, vous attendez de la reconnaissance. Oui, voilà, j'ai pensé. Oui, et vous avez eu le contraire, et ça a été trop violent pour vous. Et c'est pas normal que ce soit trop violent, parce qu'on sait très bien que parfois on aide les gens, et puis certains nous remercient, puis d'autres nous en veulent presque de les avoir aidés. Parce que parfois pour eux c'est une agression. C'est-à-dire que si je suis aidé par quelqu'un d'autre, ça signifie que je ne me suffis pas à moi-même, que je ne suis pas suffisamment adulte. Ça peut signifier ça. Je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois, bien sûr. Mais ça dépend de à qui vous avez affaire. Et vous avez des frères et sœurs, Nathalie? J'ai un frère. Et vous êtes l'aînée ou la cadette? Oui, l'aînée. Vous êtes l'aînée. Vous vous occupiez de lui quand vous étiez petite fille? Oui, même encore. On a encore des contacts forts. Je m'occupe de ces... Enfin, on est fusionnels, quoi. Vous êtes fusionnels. Et vous avez combien de différence d'âge? 7 ans. 7 ans. Oui. Ah, c'est pas mal, 7 ans déjà. Oui. Donc c'est vraiment le petit frère, quoi. Oui. Ok. Et vous êtes toujours occupé de lui. Et vous savez si votre maman, elle a eu peut-être d'autres enfants qui sont pas arrivés, qui a eu des je sais pas, des fausses couches. Non, il n'y a pas ça chez vous. Non. D'accord. Non. D'accord. Donc mais c'est vous qui prenez en charge. Vous êtes habitué à ça. Voilà. Oui. Et il est normal qu'on vous reconnaisse et qu'on vous remercie. Et là, ça a été l'inverse. Et c'est insupportable. Après, j'attendais pas de remerciements, mais j'attendais simplement que chacun soit à sa place. Il y a de la place pour tout le monde. Et j'attendais que ce soit fait différemment, avec moins d'agressivité et moins de violence. Bien sûr, elle a été très agressive vis-à-vis de vous, et on comprend bien sûr que ça vous ait blessé. Non, mais je crois, Nathalie, que c'est peut-être la première fois de votre vie que vous réalisez à quel point la famille peut être aussi remplie de haine et de jalousie. Et c'est ça qui vous a totalement fait perdre pied. Donc ça veut dire que il faut grandir. Oui. Complètement. Voilà. Complètement. Mais je suis en train de faire une thérapie. Oui, je pense que vous avez besoin. Une thérapie où je vais faire abstraction de la belle famille, quoi. Je vais me reconstruire avec ma famille à moi. Non. Il va falloir, Nathalie, me semble-t-il, vu l'épreuve que vous avez traversée, il va falloir que vous compreniez que quoi qu'il arrive, on est quand même seul, et que c'est ça qu'il faut accepter, et qu'ensuite, on a la chance de temps en temps d'avoir une famille qui va bien, de temps en temps d'aider des gens, puis de temps en temps de se prendre des scuds de part et d'autre. Je pense qu'il est temps que vous compreniez ça. Il faut que vous soyez assez solide vous-même, quoi. Exactement. Vous ne pouvez pas compter sur votre famille, même unie, pour être un rempart contre le monde. Exactement. C'est peut-être le message que vous devez arriver à intégrer. Merci en tout cas, Nathalie, merci beaucoup. Et puis je vous souhaite un joyeux Noël.
Et puis on va continuer justement à se souhaiter des joyeux Noël et à se faire des cadeaux grâce à ce grand sapin de Noël Sud Radio. C'est le maintenant ou jamais de nous appeler pour peut-être gagner un week-end pour 2 personnes dans des lieux d'exception en France avec Vacances Bleues ou pourquoi pas un bon cadeau d'une valeur de 75 € chez cadeau.com. En tout cas, vous nous appelez au 0826 300 300 et ce sera le 15e appel qui gagnera. Bonne chance à tous et nous on se retrouve dans un instant avec Thiago. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Guillaume de Brémisson, nous évoquons les fêtes et tout ce que ça comporte comme tension dans les familles. Thiago, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Diego. Alors, vous êtes, vous, avec quelqu'un depuis 4 ans de culture différente de la vôtre, hein ? C'est ça. Et donc forcément avec pas la même vision de Noël. Bah oui, en fait, c'est-à-dire que du côté de la famille de ma compagne, il n'y a pas Noël en fait. Donc vous êtes chrétien, j'imagine ? Oui, catholique, oui. Catholique, oui. Et elle est ? Elle est hindoue, sa famille est mauricienne, ils sont de l'île D'accord, Maurice. oui. Bon, eh oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Elle veut pas passer Noël avec vous ou c'est juste... En fait, ça vient pas de ma compagne, ça vient surtout de ses parents, de sa famille, car en fait, ils sont très très traditionnels. Et ils auraient préféré que leur fille soit avec un Mauricien de la même religion, la même culture. Parce que du coup, on n'a pas les mêmes traditions, on n'a pas les mêmes fêtes. Et voilà, quoi. Du coup, ça casse un peu cette tradition du côté de leur famille, quoi. Oui, quand je vous ai entendu dire que vous étiez marié ou en couple, en tous les cas, avec une jeune femme mauricienne d'origine hindoue, j'étais surpris parce que c'est déjà un exploit en soi. C'est presque impossible, ça, de se faire accepter par la belle famille d'une jeune femme hindoue quand on ne l'est pas soi-même. C'est-à-dire que les parents de ma compagne aiment profondément leur fille, donc ils veulent pas lui briser le cœur, mais c'est vrai qu'en soi, moi, en tant que personne, ils me veulent aucun mal, mais ils auraient voulu que leur fille soit avec un Mauricien comme eux, quoi. Oui. Ce qui sera quand même important à bien communiquer avec elle, parce que j'ai entendu qu'avec elle, il n'y avait pas de problème de différence de culture, mais il faudra quand même bien en discuter avant de faire des enfants. Parce que c'est souvent au moment où le premier enfant arrive que les vraies questions de différence de culture se posent. Bien sûr, on en a déjà parlé, c'est vrai que c'est un moment qui nous fait assez peur, et parce que c'est vrai que leurs parents pourraient potentiellement mal réagir si, par exemple, là on parlait des fêtes de fin d'année, si on décide de fêter Noël avec nos enfants, s'il n'y avait pas Noël chez eux, du coup, ils comprendraient pas qu'on mélange 2 cultures. Pour eux, ça n'a pas de sens. Oui, mais là, je crois que c'est à elle d'être claire sur son lien de loyauté vis-à-vis de ses parents. C'est-à-dire, est-ce que l'importance de ses parents est là par rapport à vous, ou est-ce que c'est avec vous qu'elle est et puis elle mettra à ce moment-là ses parents à distance, enfin, je veux dire par rapport à ses choix vis-à-vis de ses enfants, hein, j'entends. Je sais bien qu'il n'est pas question qu'elle mette ses parents à distance. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui doit se discuter, je pense, très sérieusement entre vous. Parce qu'on le sait par exemple dans des différences de culture où on circoncie les garçons, ça peut être des vrais conflits de problèmes de loyauté vis-à-vis de sa culture. Alors, tout à fait, oui. Après, c'est pas le cas là en l'occurrence, mais non, là c'est pas le cas, non. En même temps, à Maurice, il existe une tradition vraiment multiculturelle très importante. Il y a notamment toutes les fêtes de toutes les traditions religieuses sont fêtées. Il est courant qu'on assiste, que les hindous assistent aux fêtes des malgaches et réciproquement. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'appuyer sur cette tradition mauricienne d'ouverture aux autres cultures pour justement... C'est vrai qu'à l'île Maurice, oui, il y a de toutes les cultures, il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup d'Indiens, il y a aussi évidemment des catholiques, mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup plus d'Indiens et d'hindous, pardon, excusez-moi, et c'est surtout le père qui est très très tradition,
pour ce qui est de l'hindouisme, et il ne tolère pas trop tout ce qui vient, pas contredire, mais tout ce qui est autre que ça, quoi. Mais donc il vit encore là-bas, j'imagine, le père. Oui. Il vit entre la France et l'île Maurice. Oui. D'accord. Et elle vit définitivement en France? Elle est née à l'île Maurice, et elle est arrivée en France quand elle avait 5 ans pour le travail de ses parents. D'accord, oui, donc elle est quand même très imprégnée de la France. Ah oui. Mais tout aussi bien de l'île Maurice. Elle est très très fière de ses origines, et elle en est très proche. Et ce qui se passe finalement avec les fêtes de Noël, c'est quoi? C'est que vos beaux-parents ne souhaitent pas assister à vos réjouissances, ou quel est l'objet du débat? En fait, c'est que dans l'hindouisme, on ne fête pas Noël. Donc pour eux, ça n'a pas de sens de partager une fête en laquelle ils ne croient pas. D'accord. Mais est-ce qu'ils vont être là le soir avec vous ou pas? Eh ben, c'est en discussion. Oui, on essaye un petit peu de clarifier tout ça. D'accord, oui. Donc le 24 au soir, pour l'instant, vous ne savez pas encore quel sera le menu. Et non. Et quelle sauce on va vous manger. Exactement. Et s'il n'était pas là, finalement, quel serait le problème? Pour moi, personnellement, en soi, le problème... moi, en tant que copain, ça ne me dérangerait pas. C'est plus pour ma copine que ça me ferait de la peine, parce qu'elle a le cœur coupé en deux. Elle va d'un côté, elle se sent très bien dans ma famille, mais de l'autre côté, sa famille lui fait sortir. Oui, mais Thiago, on va dire les choses très clairement. Bon, est-ce que c'est important pour elle, Noël, ou pas? C'est important pour elle, oui, dans le sens où elle aime beaucoup cette fête, elle aime beaucoup la signification de cette fête. Il y a un message de famille. Donc elle a plutôt envie de passer Noël avec vous, le soir de Noël avec vous et votre famille. Bon, pour son père, c'est un jour comme un autre. Donc qu'est-ce que ça peut faire qu'elle ne soit pas là? Vous voyez, comme quoi, quand on met juste un peu de bon sens, on voit que finalement, il y aurait aucune raison qu'il y ait un problème. Oui, bien sûr, mais ce qu'il y a, c'est que Noël reste une fête religieuse. J'ai bien entendu. Et que du coup, pour son père, c'est comme si elle pratiquait une autre culture qui n'est pas la sienne de naissance. Oui, mais ce qu'il faut... non, mais j'entends bien, j'avais bien compris, Thiago. C'est juste que je vous dis qu'il faut absolument qu'elle comprenne que, en fait, son père, quelque part, veut la priver par une sorte de puissance paternelle, alors qu'en fait, lui, il s'en fout, le 24 décembre, que sa fille soit là ou pas, que ça n'a aucune espèce d'importance. Sur un plan symbolique, pour lui, ça n'a pas d'importance. En fait, c'est un problème entre elle et son père. Vous n'êtes pas tellement dans tout ça. C'est plutôt à résoudre entre elle et son père, plus qu'avec vous. Vous voyez, et moi, à votre place, ce que j'essaierais de lui faire comprendre, c'est que si elle cède sur ce point qui, a priori, n'a aucune importance pour lui, puisque c'est un jour comme un autre, elle risque d'être obligée de continuer à céder. Tandis que si elle tient bon, je pense qu'elle marquera un point. Bien sûr, oui, c'est ce qu'on se disait. Maintenant, après, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de ne pas rendre ses parents fiers. On a toujours envie que ses parents soient heureux pour nous. Elle vient de passer la soirée du 24 avec vous pour vous faire plaisir. C'est pas pour elle. Elle le fait, c'est pour vous. Vous voyez ce qu'il faut qu'il comprenne, le père. C'est-à-dire que vous... Parce qu'encore une fois, et ça je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, à un moment donné, quand on choisit de faire couple avec quelqu'un, il faut accepter de peut-être parfois s'éloigner un petit peu de sa famille. Oui, c'est ça. Il faut qu'elle fasse un choix entre son père et vous. Mais c'est à elle de le faire. Vous voyez, c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, Thiago, en vous expliquant que son père, là, essaye de garder le pouvoir sur elle. Alors qu'il n'y a aucune raison, puisque c'est un jour comme un autre pour lui. Quel âge a votre compagne? Pardon? Quel âge a votre compagne? Elle a 26 ans, comme moi. 26 ans, d'accord. Et à 26 ans, on a le droit, et peut-être même le devoir, de prendre son indépendance vis-à-vis de ses parents et de clairement signifier à son père, quand on est une jeune femme, que c'est son compagnon qui compte plus que son père. En fait, c'est juste une étape normale de l'âge adulte, quoi. Voilà.
Bon, en tout cas, Bien sûr, oui, vous avez raison, oui, mais maintenant, c'est toujours. Non, mais toujours un moment faites-lui écouter en podcast ce qu'on vous a dit. Peut-être que ça peut l'aider à comprendre ce qui se joue. Parce qu'en fait, c'est ça l'essentiel. C'est ce qui est en train de se jouer. Et c'est en ce sens qu'on fait cette émission aujourd'hui, pour que tout le monde comprenne bien qu'il y a des rapports de pouvoir souvent dans ces histoires de fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Thiago. Merci à vous. Je vous en prie. David est avec nous pour répondre à 3 questions intimes, et vous pourrez ensuite, David, en poser une à Guillaume qui est avec nous. Alors, David, première question, est-ce que vous aimez les fêtes de fin d'année ? Non. Bon, bienvenue au club. Je sais pas, si on faisait un sondage, je suis sûre que la majorité dirait comme vous, non. Deuxième question. Est-ce que vous pourriez me raconter votre plus beau souvenir d'enfance ? Comme ça, qu'est-ce qui vous vient ? Si on parle de fête de Noël... Pas forcément Noël, d'ailleurs. Comme ça. J'ai celle-là qui me vient en tête. Donc, petit, mon papa qui s'était déguisé en Père Noël et qui était venu amener les cadeaux au pied de mon lit dans la nuit. Et je m'étais réveillé en voyant Papa Noël qui me va mettre ça. C'est mignon. C'est joli. C'est très joli. Et vous n'aimez pas Noël, mais enfin, franchement, David, vous n'êtes pas reconnaissant. Je crois qu'il y a que les enfants, malheureusement, et heureusement, qui aiment Noël. Et dernière question, est-ce que vous avez plutôt eu 1 ou 100 partenaires ? 100. Voilà. Bon, écoutez, vous êtes très gâtés. Je vous laisse poser une question à Guillaume de Brébisson, il vous écoute. Je vais poser la deuxième question que vous m'avez posée, à savoir quel est son plus beau souvenir de Noël. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Et la vérité, c'est que je ne crois pas avoir de très très bons souvenirs de Noël. Voilà, Noël, je savais jamais trop comment ça se passerait quand j'étais enfant. Et c'était souvent un moment délicat à gérer. Voilà ce que je peux vous en dire. Donc du coup, j'ai pas de plus beaux souvenirs. J'ai des souvenirs plus ou moins moches, mais j'ai pas forcément envie de vous en faire profiter. Bon, écoutez. Merci beaucoup. C'est nous. Merci David. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Vous aussi, merci David. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Et puis nous avons notre gagnante. C'est une gagnante aujourd'hui qui s'appelle Ludivine. Bonjour Ludivine. Bonjour Brigitte. Bonjour Ludivine. Eh bien, félicitations. Vous avez un très joli prénom. Oui, merci. Parce que c'est celui de ma maman, c'est pour ça. Ah, d'accord. Oui. C'est une autre génération, hein. Tandis que Ludivine, ce sont des prénoms plus récents, voilà. Oui. Alors, on va voir qu'est-ce que vous avez gagné, Ludivine. Je suis ravie de vous offrir ce cadeau parce que je trouve que c'est un très beau cadeau. C'est une séance photo en famille avec la shootingbox.com et vous pourrez donc choisir un photographe professionnel parmi les 400 sélectionnés et puis vous pourrez faire une photo avec qui vous voulez et où vous voulez. Et ce sera une photo qui immortalisera un moment de bonheur avec des proches, voilà. D'accord, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie, mais c'est pas tout. Vous avez aussi gagné le ballotin de chocolat. Waouh, Alors là, franchement, c'est très gourmande. Ça tombe bien parce que vous en aurez de quoi pouvoir en faire profiter aussi vos proches. Hein. C'est un coffret d'1 kilo de chocolat fondant, croustillant et onctueux. Bref, de quoi en effet partager et puis faire plaisir à vos pupilles. Alors, bravo. Et puis on continue bien sûr tout au long de cette journée et puis également sur les réseaux sociaux à vous offrir des cadeaux. Donc restez fidèles à Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sur Lidl.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Guillaume de Brébisson est avec nous, thérapeute, sexothérapeute, auteur de nombreux ouvrages, dont S'expanouir aux éditions First, que vous pouvez peut-être regarder si vous avez envie de conseils pour améliorer votre sexualité dans le couple. Aurélie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Aurélie. Alors moi je vous appelle pour parler de mes Noëls précédents et celui qui se prépare. Ça fait bientôt 6 ans que je suis en couple avec mon mari. On a 2 petits-enfants de 2 ans et demi et 1 an et demi. Et les débuts de notre histoire ont été un peu chaotiques avec sa famille.
notamment sa maman que je qualifie de gourou d'une secte. Ah oui, carrément. Ah oui. Alors, tout est fait inconsciemment, j'insiste bien sur ce côté-là. Et sur chacun a sa vérité aussi de soi, quand on vit des choses. Mais quand j'ai rencontré mon conjoint, il vivait encore chez sa maman. Et d'ailleurs, elle disait, ça lui tenait beaucoup à cœur de dire, moi je t'ai gardé avec moi pendant 33 ans. Donc il avait 33 ans quand vous le rencontrez et il est encore chez maman, oui. Ce qui est déjà, un signe. On se pose un peu le décor. Oui. Donc je savais très bien que les débuts allaient être un peu compliqués. Bon, c'était à la hauteur de mes espérances. Que la première année, on se rencontre au mois de mai. Au premier Noël, ça passe. Et le Noël d'après, il y a des choses qui passent pas avec ma personnalité. Donc le premier Noël, vous le passez chez votre belle-mère? Voilà, on fait le 24. La coutume, c'est le 24 chez eux. Et puis le 25, on repart dans ma famille à 2 heures de route. Voilà, en gros, on essaye de faire comme ça. Et donc le deuxième Noël, où bien sûr il y a eu des couacs, de toute façon j'aurais pu faire tout ce que je voulais, ça n'aurait jamais été de toute façon. Elle se met en position de victime et elle dit que bon voilà, si je suis là, elle viendra pas et c'est pas grave pour elle, faut pas s'inquiéter. Bon, le chantage, voilà. L'odieux chantage. Donc on a fait Noël séparément ce 24-là. On était sur le début de notre relation, donc je n'insistais pas trop. Puis les choses se sont remises en place et finalement j'ai remporté tous les suffrages, j'étais adorée, admirée, enfin tout ça. Félicitations. C'était chouette. Merci. Oh, mais vous n'avez pas la fin de l'histoire. Il faut se méfier dans ces cas-là. C'est ça, c'est ce que me dit ma thérapeute. Elle me dit, je pense qu'au moment où votre belle-mère a senti que vous n'étiez plus en vigilance, elle est repartie dans la brèche. Elle a tissé sa toile. Voilà, c'est ça. Et le moindre petit truc à février, puis rouvrir la boîte de Pandore, tout ce qu'on pouvait me reprocher. Voilà, on est dans le cadre d'une famille où dès qu'on dit quelque chose, c'est sorti du contexte, répété, mal répété, transformé, enfin bon bref. Je pourrais vous faire toute l'émission sur ma belle famille, mais j'ai l'impression d'être à l'école maternelle et c'est fatigant. Mais comment réagit votre mari? Voilà. Parce que c'est ça qui est important. Il est profondément triste en fait. Alors moi je l'admire parce que sortir de ce fonctionnement-là, c'était voué à l'échec. Enfin, voilà. Et il a fait une thérapie. Il a accepté de pouvoir essayer de voir les choses avec un autre prisme et voir sa famille telle qu'elle est vraiment, finalement. D'accord, donc il comprend ce qui se passe et il est de votre côté. Il voit les failles, voilà, il voit les failles. Bon, il arrive à dire qu'il y a des choses qu'on peut me reprocher, mais on ne peut pas en être là où on en est aujourd'hui pour des petites choses comme ça. Et il y a 10 jours, on a appris que ils faisaient Noël de leur côté, qu'on n'était pas invités. Voilà. Et votre mari en souffre? Alors il a décidé de ne pas être en colère et de ne pas être dans la rancœur parce qu'il voit sur sa maman ce que ça donne. Il ne veut pas être dans cette émotion-là comme elle. Il est triste. Mais on a décidé que Noël, c'était pas forcément tout ce qu'on nous dit que ça doit être. On a décidé de ne pas aller dans ma famille le 24 pour faire un pansement à ce qu'on va pas vivre avec eux. Et on va faire notre Noël à nous. Bravo. Donc on va faire avec nos bébés jusqu'à 21h. On va regarder des dessins animés, manger des chips. Et puis là, vous voyez, là je suis sur le parking d'un centre commercial parce que je vais aller masser une belle tenue pour mon mari et pour faire un Noël en couple après. Bravo. Voilà. Bravo. On veut pas plonger dans leur délire à elle, en fait, si vous voulez, et créer notre chose à nous, notre magie à nous, parce qu'on veut que Noël, ça soit beau et bien. Ce qui est formidable surtout, c'est que vous avez su tous les deux en parler et voir les choses avec une certaine lucidité, parce que c'est ce qu'elle a essayé de faire, évidemment, c'est de vous monter l'un contre l'autre, hein, j'imagine. Ah, mais
on s'est mariés au mois de septembre et jusqu'au moment où elle accompagnait à l'hôtel, elle a craché du venin. Ouais, c'est pathétique au final et c'est triste. Moi, je suis triste pour elle. Ne soyez pas trop triste pour elle, occupez-vous de vous. Il y a quelque chose de magnifique, en tout cas dans votre témoignage, c'est qu'on voit que votre mari vous aime vraiment profondément. Oui. Quoi. Et ça, là-dessus, vous pouvez construire. Et finalement, c'est ça l'essentiel. Et Noël, c'est la fête de l'amour. Je rappelle que dans la tradition catholique, c'est l'histoire de la naissance du petit Jésus dans une étable. Donc une naissance, c'est toujours une joie. En tout cas au début. et voilà. Et finalement, en décidant de faire Noël en famille avec votre mari et vos deux petits, eh bien, vous êtes au plus proche, au plus de la source de la tradition, et qui est une tradition d'amour. Donc c'est magnifique. Et puis le reste. Oui, le reste, c'est plus important. Moi, je sais que le Noël dernier, je leur avais fait même un petit discours où je les remerciais de m'avoir fait rentrer dans leur famille parce qu'on était dans une bonne vibe à ce moment-là, et que voilà, je les aimais malgré tout ce qu'on avait pu traverser. Et voilà. Et un an après, on en est là, donc. Bon. Mais je pense que ce qui sauve tout, c'est que votre mari a bien compris que vous l'avez aidé à sortir de il en a pleinement conscience, effectivement. Donc, de toute façon, mais c'est normal. Elle a perdu la guerre, si je puis dire. Oui. Donc c'est normal qu'elle ne puisse plus vous voir et qu'elle ne supporte plus de vous voir, parce que là, quelque part, vous êtes celle qui lui a pris son mari, son fils, pardon. Mais mon lapsus est révélateur. Mais il est très révélateur. Mais oui, non, mais c'est son mari. Mais ce qui est il me l'a dit le week-end dernier, il y est allé la voir avec la petite, parce qu'on veut pas non plus que mélanger l'histoire des grands et petits, en étant vigilant tout de même. Il me dit, j'ai eu l'impression de repartir de chez mon ex quand elle m'avait préparé les valises. Sa mère l'attendait avec des petits sacs de choses qu'il avait laissées. Et il m'a dit, elle a enlevé toutes ces photos où je suis. C'est une tristesse. Votre mari, il a une mère qu'on appelle une mère abusive. Voilà. Et c'est compliqué et probablement autre chose, oui. Ouais, je pense qu'il a beaucoup à y gagner. Mais en fait, c'est surtout, je pense, ce qui est dur pour lui, c'est de faire le deuil de ce qu'il a cru être un idéal, puisque c'était sa norme toute sa vie, au final. Et se rendre compte de ça, ça a été dur. Mais comme il me dit, aujourd'hui, je sais que je suis à la bonne place. Ce qui est bien, c'est qu'il a fait une thérapie, donc il a pu élaborer tout ça lui-même. Oui. Mais en même temps, vous savez que 33 ans, c'est un âge assez intéressant, parce que c'est l'âge, après 30 ans, c'est l'âge où on commence à devenir adulte et on commence à comprendre. Et peut-être qu'il avait déjà inconsciemment senti qu'il fallait qu'il parte de cette relation qui est toxique pour lui, et qui était certainement toxique pour lui. Et bon, vous étiez là sur son chemin et il vous a saisi, et je pense qu'il a jamais douté une seconde entre vous et elle. Ouais. Ah, mais c'est sûr, j'ai pas eu peur. Oui, je pense que dans ce que vous racontez de votre couple, il est évident que quand il est tombé amoureux de vous, il a senti que vous étiez là pour l'aider à partir, parce que tout seul, ça aurait été certainement difficile. Et il a jamais réussi. Ça faisait un moment qu'il se rendait compte qu'il était malheureux, mais il pouvait pas, il n'y arrivait pas. Moi, j'aime bien votre témoignage, parce que je trouve que c'est une belle histoire d'amour, que ça va dans la bonne direction, c'est bien. Il y a un moment donné où l'homme doit quitter sa mère pour aller avec sa femme. Ça me fait penser à une carte de tarot, qui est la carte des amoureux, où on voit l'homme un peu écartelé entre la mère et la femme, et c'est une carte qui signifie il faut faire un choix, il est temps de cesser d'hésiter. C'est exactement ce qui se passe, mais votre mari, il a fait le choix, donc tout va bien finalement. Tout va bien, on est heureux. Merci de ce témoignage. Et puis, je trouve que ce témoignage, il est un peu en écho avec celui de Thiago, parce qu'à un moment donné, on voit bien que dans un couple, on choisit son conjoint, sa conjointe, et on s'éloigne de ses parents. C'est comme ça que ça fonctionne bien. Hein. Après, je sais bien que c'est pas toujours facile. Je sais que le lien parental, il est très très fort. Le lien à sa culture, il est très très fort. Mais malheureusement, dans la vie,
comme le dit l'amoureux du tarot, il y a des choix à faire et si on les fait pas, eh bien, on n'arrive peut-être pas à être aussi épanoui au fond de soi-même. C'est ça qui est important à comprendre. Merci Aurélie. On va faire une petite pause, le temps des infos, puis on continue évidemment à écouter vos témoignages qui sont évidemment variés, mais qui montrent bien à quel point ces fêtes de fin d'année réveillent des tas de choses. Peut-être une petite devinette, Guillaume de Brébisson. Quel est le point commun entre une piscine et une maîtresse? Je vous laisse le temps des infos pour me donner la réponse. Cet après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Guillaume de Brébisson est avec nous et nous évoquons ces fameuses fêtes qui sont soi-disant une fête pour tous, mais on se rend bien compte que ça réveille évidemment beaucoup de rancœur, beaucoup de difficultés à harmoniser à la fois son couple, la famille, les enfants, etc. On va donner la parole à Charles dans un instant, mais je voudrais la réponse à ma devinette, Guillaume. Quel est le point commun entre une piscine et une maîtresse? Écoutez, mon point commun à moi, c'est que je n'ai ni l'une ni l'autre. C'est une belle réponse, mais ce n'est évidemment pas la réponse. En fait, c'est simple. L'une et l'autre nous mouillent. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça coûte cher aussi. Hein, l'une et l'autre coûtent cher. Vous êtes d'accord? Sûrement. Mais ça n'a rien à voir avec le temps qu'on passe dedans. Voilà. D'accord. On ne passe pas le même temps dans une piscine et dans une maîtresse. Voilà, si vous voulez que je sois plus clair, mais je crois que tout le monde avait compris. Bonjour Charles. Bonjour Brigitte et bonjour Guillaume. Bonjour Charles. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes en famille recomposée. Oui. Donc. Et donc, bon, le début de la relation, si vous voulez, c'était un peu, on va dire, au début, c'est tout rose, ça. Mais on s'aperçoit qu'il y a des petites tensions qui arrivent en fond, voilà, genre avec la sœur de mon ex-compagne aujourd'hui, où ça a envoyé un petit peu des petites piques, etc. Alors attendez, qu'on comprenne bien. Donc vous êtes avec une femme qui avait déjà des enfants, vous aussi, hein, c'est ça? Non, enfin, on a eu des enfants ensemble, mais elle avait déjà un enfant. Ouais. D'accord, donc vous avez des enfants ensemble, plus son enfant à elle. Oui. Et vous avez l'impression qu'elle fait une différence, c'est ça, entre... Alors, au niveau de la belle famille, ça va aller. C'est au niveau de ma famille où c'était déjà un peu plus compliqué à accepter. D'accord. Et donc, bon, je faisais l'alternance chaque Noël, un coup dans la belle famille pour moi, un coup dans ma famille à moi. Et c'est vrai qu'il y a des moments où au début tout va bien, et puis il y a des tensions sous-jacentes qui apparaissent de l'un côté comme de l'autre, hein, peu importe. Et moi je me suis aperçu qu'il y avait un cap à 3 jours. C'est-à-dire que au bout de 3 jours, là ça devenait règlement de compte à OK Corral. Oui, mais vous avez... ce que vous dites n'est pas du tout surprenant. Alors vous, c'est 3 jours, parfois c'est 24 heures, parfois c'est 5 heures. 3 jours, c'est pas mal. Ouais. Mais c'est déjà pas mal, oui, je suis d'accord. Oui. Mais... le 3e jour, c'était copieux. Hein. Ben donc il faut partir au bout de 2 jours et demi. C'est ça. Mais... Après, en ce temps, entre guillemets, de Noël, c'est vrai que c'est privilégié pour les enfants. Mais une fois que les enfants sont grands, même eux le ressentent. Ils me disent, non, papa, non, on reste pas plus de 3 jours. Hein. Ils le savent aussi. Hein. Oui. Il y a des comptes à rendre, des règlements de compte, parce qu'il y a des tas de choses que certaines personnes n'ont pas digérées et n'ont pas fait de thérapie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Charles? Parce qu'en fait, ils veulent réparation de quelque chose qu'ils n'ont jamais su exprimer. Donc, forcément, vous êtes le coupable, ou enfin, si c'est pas vous, c'est votre femme ou... Oui, certainement. Après, il devait y avoir des choses comme ça. Hein. Mais vous n'y pouvez rien et il n'y a rien à faire. Enfin, je veux dire, je pense que c'est même pas la peine d'essayer de communiquer. Ah, mais on le subit, hein, de toute façon. Après, moi, des Noëls maintenant, clairement, moi, ce que j'aimerais, ce que je rêverais, c'est si vraiment j'ai de l'argent, je le ferais dans un chalet en Suisse, quoi. Voilà. Et avec les enfants, et puis voilà. Et on profite et c'est tout. Sauf que, bon, la vie elle est pas faite avec un gros compte en banque pour pouvoir aller en Suisse, par exemple.
Voilà, donc après, on fait avec nos moyens, et puis on fait... et si on n'a pas le cœur, j'ai presque envie de dire, on ne fait pas, quoi. On le fait entre nous. Moi, je fais pour les enfants, et puis c'est tout. Mais qu'est-ce qu'elle en pense, votre femme? Parce que peut-être que vous pourriez faire un Noël tous les deux avec vos enfants, et puis basta. Hein, Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Ouais, mais aujourd'hui, ce qui m'empêche, c'est que je suis plus avec ma femme. Ah, vous ne nous aviez pas donné cet élément. Oui. Mais à l'époque, ce qui nous empêchait de le faire, c'était, on se sentait un peu obligé, on va dire, Noël, de le faire avec l'alternance avec la famille et la belle famille, quoi. Mais ça coûtait, quoi. Mais ça coûtait vous voulez dire financièrement ou bien émotionnellement? Ou les deux? Allô? Oui, on vous entend, Charles, hein, vous êtes toujours là. Est-ce que vous disiez ça coûtait? Ça coûtait comment? Émotionnellement ou financièrement? ou les deux? Oui, émotionnellement, parce que si c'est pour avoir une pression émotionnelle, il n'y a pas d'intérêt on savoure pas l'instant, en fait, c'est ça que je veux dire. Parce que le fameux esprit de Noël, il n'est pas forcément d'aller partager la fête avec des gens qu'on n'apprécie pas et qui le savent et qui ne nous apprécient pas non plus. Le mieux, c'est d'être avec les gens qu'on aime. Donc, votre épouse, vos enfants et tous ceux que vous aimez d'autres qui sont d'accord pour fêter Noël avec vous et que vous accueillez avec joie. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas c'est pas nécessaire de se contraindre à aller dans une famille qui ne nous apprécie pas. Non, c'est sûr. Mais la difficulté, en fait, Charles, de cette fête de Noël, c'est qu'à la fois, on redevient l'enfant de ses parents, ce jour-là, quoi qu'on en dise, et on va d'ailleurs chez ses parents pour respecter ce lien qu'on a vis-à-vis d'eux. Beaucoup d'adultes se sentent obligés quand même d'aller passer soit la soirée du 24, soit le déjeuner du 25, ou la soirée... Enfin bref. Et puis en même temps, on se sent parent parce qu'on a envie de faire plaisir à nos enfants. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est que si on subit émotionnellement des choses difficiles, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement clair chez nous. Parce que vos parents, alors je ne sais pas si c'est vos parents ou vos beaux-parents qui vous font des réflexions, vous nous avez parlé de manière un peu générale, donc c'est difficile d'aller plus loin dans votre témoignage, mais c'est leur problème, de toute façon, les réflexions qu'ils font, et le règlement à hockey choral, c'est leur problème. Bien sûr, évidemment, c'est un problème. Alors, si ça vous blesse, ça nous touche à nous directement. Mais justement, c'est ce qui vous touche vous qui devient votre problème, et c'est ça qu'il faut comprendre. Peut-être que vous avez encore un petit peu trop l'impression d'être le fils qui doit répondre. Enfin, vous voyez, c'est parce que si on est vraiment adulte et que nos parents nous sortent des trucs pas très sympas, ou notre frère ou c'est eux qui ont un problème, et puis c'est pas grave et ça devrait pas nous blesser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'essaye de faire comprendre à vous, bien sûr, et puis à ceux qui nous écoutent. Et donc si ça nous touche et si ça nous blesse, à ce moment-là, c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ça nous blesse. Et comme ça, on grandit, et au moins, ça nous sert à quelque chose d'avoir passé Noël chez nos parents ou nos beaux-parents. Oui, après, l'objectif, c'est quand même de se voir et pas que ça aille au clash. Mais si ça va au clash, j'aime bien ce que vous dites, Brigitte, c'est finalement, Noël vu comme ça, c'est une occasion de guérison. C'est-à-dire une occasion de guérison de soi. Puisque vous êtes touché, puisque vous êtes blessé, qu'est-ce qui est blessé, d'où ça vient, comment ça se fait, et comment finalement penser la blessure vous-même, sans forcément... Et si ça va au clash, c'est forcément parce que vous répondez. Ah mais il y a eu un temps où je disais rien. Ouais. Et là, il y a un moment où on passe un cap. Je veux dire, je pense que c'est entre 35 et 40 ans où ça arrive là. Oui, mais on a le droit. Attendez, on a le droit de répondre quelque chose. Mais à ce moment-là, on assume le clash. Ah non, mais c'est sûr. Mais c'est aussi intéressant de savoir pourquoi on répond et qu'est-ce qu'on répond. Est-ce que cette situation que vous nous décrivez de difficulté avec la famille et la belle famille est en lien avec votre séparation ? Je pense que ça a pu avoir un impact aussi sur notre vie de couple, indéniablement, c'est certain.
Oui, et à votre avis, pourquoi ? Parce que votre famille l'a critiqué ou parce que votre Oui, belle... il y a de ça. Et pareil, pour la belle famille, c'était insupportable d'entendre des petites réflexions pour elle, parce qu'elle était des fois même elle-même mal accueillie. Vous pouvez nous donner un exemple, ses Charles ? Il y a une de ses sœurs là qui était une vraie peste et des réflexions aussi bien à elle qu'aux enfants, quoi. Et comment est-ce que vous réagissiez vous-même lorsque... Ah non, mais c'est insupportable. Pour ça, c'est... comment je réagissais, c'est pour ça que je me dis ça vaut pas. C'est pour qui tu te prends, en fait. Donc vous preniez la défense de votre femme. Ah ben oui. Eh ben, c'est très bien. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Donc vous avez fait ce qu'il fallait. Mais vous n'êtes pas responsable de l'agressivité des autres. Si vous avez un clash entre sa sœur et vous, c'est pas grave, on s'en fout. Si vous avez un clash avec votre femme ou avec les parents de votre femme, c'est plus embêtant. Vous voyez, c'est là où il faut essayer de relativiser. Puis si vous avez un clash avec cette personne qui se permet d'être désagréable avec votre femme, c'est tout à votre honneur de la défendre. Oui, ça c'est sûr. Après, comme je dis, on va pas à Noël pour avoir des clashs. Bah si, parce que Noël c'est comme ça. C'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. Et vous entendez bien depuis le début, ce n'est que ça. Parce qu'on est tous des êtres blessés. Ah oui, mais... On projette beaucoup trop de choses sur Noël. Ouais, ce désir absolu de vouloir réconcilier notre enfant intérieur avec les parents. On pense qu'on va tout régler, toute notre enfance. Et évidemment, on peut pas, surtout en une soirée. Et puis, elle n'est pas faite pour ça, cette soirée-là. Elle est faite pour juste être ensemble. Et ça, on oublie de le faire, finalement. Mais moi, je suis quelqu'un qui idéalise beaucoup. Mais voilà. Merci de le dire, parce que c'est exactement ça. Il faut faire ce deuil des bisounours familiaux où tout va bien, tout est bien. Vous allez voir à l'héritage, vous allez découvrir aussi que c'est pas facile. J'ai déjà vu du côté de elle, je dirais, oh là là, ça a été voilà. Depuis toute cette matière. Et ben voilà, vous voyez, je pense à un de mes amis qui malheureusement est en train de mourir d'un cancer et qui m'a dit j'ai tout préparé pour qu'il n'y ait pas de problème au moment de l'héritage. Et je me suis tue, bien sûr, je ne lui ai rien dit, mais j'ai pensé, le pauvre, malheureusement, il y a toujours des problèmes aussi aux héritages. Ah non, mais des fois, c'est, la famille, je sais pas dire pour un grain de sable ou un caillou, mais... Ah, peut-être, oui, pourquoi pas. Non, mais c'est ça, Charles. La famille, c'est le meilleur et le pire. Mélangé, à la fois. Comme lors d'un divorce. C'est comme ça. Oui. Et voilà. Les masques tombent. Les masques tombent. Vous avez absolument, c'est ça. Il faut... Amusez-vous-en, Charles. Ça vous fera du bien. En tout cas, merci de votre échange. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue dans un instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous parlons des fêtes, des difficultés à se retrouver et à rester dans l'amour et la bienveillance avec Guillaume de Brébisson qui est avec nous, sexothérapeute. Et auteur également de nombreux livres que vous pouvez retrouver, bien sûr. Bonjour Josiane, pardon. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour, très contente de vous avoir. Mais nous aussi. Merci. Alors, vous avez envie de témoigner parce que justement, vous êtes très angoissée durant cette période. Eh oui, parce que nous sommes une famille recomposée, donc les fêtes de fin d'année, c'est toujours un moment où il y a un peu de tension, on espère que tout se passera bien. On fait tout pour, mais on ne sait jamais. D'accord, donc vous êtes en couple avec tous les deux des enfants d'union précédente ? Oui, c'est ça, moi j'ai 2, et lui il a une, donc c'est 3 filles à la maison. D'accord. Et alors, c'est vous qui les avez toutes les 3 pour Noël ou pas ? Oui, c'est nous, on les a à temps plein, les 3. D'accord. Bon, déjà, ça simplifie un peu les choses, ça. Oui. Ça simplifie les choses parce que du coup, il n'y a pas de discussion de qui les a pour le réveillon ou le dîner ou le déjeuner. Oui, on a cette chance, oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous angoisse ?
Les préparatifs, la belle famille, ça va, on a une belle relation, donc je ne m'inquiète pas trop de ce côté. C'est juste avoir les 3 enfants à temps plein à la maison, lui en vacances, et qu'on se retrouve tous ensemble. Donc parfois il y a des tensions, parfois non. Mais si vous vous angoissez, c'est que vous voulez trop être parfaite, à mon avis, Josiane. Hein. Ça ressemble à ça. Ouais. C'est un peu ça, hein, oui. Ouais, peut-être. Parce que vous nous dites que ça va avec mes filles. Que tout se passe bien, parce que pour moi, Noël, c'est la famille, c'est spécial, et j'aime pas que les choses partent en vrille, en fait. D'accord, mais vous avez, dans votre enfance, passé des bons Noëls, c'était bien, ou il y a des choses qui étaient difficiles? Oui, c'était bien. C'était souvent en famille, et on taisait tous les problèmes, et on passait un bon moment ensemble. Alors, pourquoi vous vous angoissez, alors? À part le fait que vous voudriez que ce soit toujours le mieux du mieux. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais c'est vrai que j'ai tellement envie que tout se passe bien que ça m'angoisse un peu, quoi. Mmh. Mais ça, je vous rassure, Josiane, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, hein, Guillaume de Brémisson. Je pense que c'est assez général, oui. Mais dans tout ce que vous dites, moi je vous entends dire que ça va bien avec vos 3 filles. J'ai l'impression que ça va bien avec votre mari. Vous me dites que ça va bien avec la belle famille. Donc, globalement, ça a l'air d'aller bien quand même. Oui, globalement, ça a l'air d'aller bien. Mais comme on a 2 éducations différentes, donc la famille recomposée, il y a des choses sur lesquelles moi, je suis intransigeante et lui, il est la fille. Ah, comme quoi, par exemple? Donc, souvent, l'éducation, lui, il est du genre à trop gâter sa fille. Et moi, je suis du genre à ce qu'on soit un peu strict, on ne leur donne pas tout. Pour qu'elle comprenne que la vie n'est pas... On veut quelque chose, on demande, on l'a, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il ferait une différence, justement, entre vos filles et la sienne? Non, il essaie de faire au mieux. D'accord. Donc déjà, il n'y a pas ce problème-là. Mais évidemment, oui, si vous n'avez pas ça, c'est le vrai problème des familles. Mais vous savez, même si vous aviez eu les 3 enfants ensemble... S'il n'a pas la même vision de l'éducation que vous, il y aurait de toute façon des tensions. D'accord. Et je ne connais pas de couple dans lesquels les 2 ont vraiment exactement la même vision de l'éducation. Nous sommes tous issus d'éducations différentes, donc on a tous tendance soit à vouloir reproduire ce qu'on a vécu dans l'enfance, soit à vouloir faire au contraire vraiment exactement l'inverse. Et ça prend du temps de trouver son autonomie dans tout ça. Est-ce que vous dialoguez avec votre époux sur ces questions-là, sur ces questions d'éducation des enfants? Oui, on en parle beaucoup, oui. Moi, je peux vous dire quelque chose qui va peut-être vous soulager un tout petit peu, Josiane. C'est que votre rigueur, qui peut être tout à fait positive, et sa générosité, peut-être un peu excessive, qui peut être tout à fait positive, eh bien, ça va faire un mélange pour les enfants, pour les 3 filles, qui vont avoir 2 discours qui ne sont certes pas les mêmes, mais elles vont pouvoir comme ça trouver leur juste milieu chacune. Et finalement, c'est peut-être très très bien qu'il y ait une différence. Parce qu'au fond, les enfants voient bien que c'est pas la même éducation d'un côté et de l'autre. Mais elles vont prendre ce qu'elles ont besoin de chaque côté. Et au fond, peut-être que pour vos filles, qu'elles voient un beau papa un peu plus laxiste, et peut-être que pour sa fille, qu'elle voit une belle-mère un petit peu plus dure, eh bien, ça va remettre de l'équilibre dans tout ça. Oh, merci. Donc je crois qu'il faut vraiment voir les choses sous cet angle-là, parce que dans ce que vous dites, ça a l'air quand même de plutôt se passer bien. Donc je pense que cette différence-là, ne la mettez pas spécialement trop en exergue, parce que finalement, elle a des avantages. D'accord. Ça me semble important que vous voyez le positif dans tout ça. Le positif des différences d'éducation, le positif du fait que ça se passe bien avec vos enfants, ça se passe bien avec votre mari, ça se passe bien avec votre famille. Je sais que c'est pas l'essentiel des témoignages qu'on reçoit. Non. Et puis, souriez-en quand vous le voyez être un petit peu trop laxiste.
Souriez, ça, vous verrez, ça vous amusera finalement. Je penserai à vous en ce moment-là. Si vous voulez, ça ne me... bien sûr, je serais ravie. Je vous souhaite de bonnes fêtes, Josiane. Merci de votre appel. Merci beaucoup, passez de belles fêtes également. Merci à vous. Aussi. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil et je vous propose une projection dans l'avenir, après les fêtes, bien après les fêtes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Guillaume de Brémisson, c'est une projection dans l'avenir que je propose aux couples. Et pourquoi pas se projeter justement sur 2024. Ça serait plutôt évidemment quelque chose à faire tranquillement, pas le soir de Noël évidemment. C'est un exercice de visualisation qui va permettre de savoir si votre couple va durer. Donc vous vous imaginez tous les deux, alors vous n'êtes pas obligé de le faire ensemble. Si vous préférez, vous pouvez le faire tout seul. Mais on peut aussi le faire en couple. Vous vous imaginez dans quelques mois comment vous serez tous les deux, qu'est-ce que vous aurez fait évoluer, qu'est-ce qui aura changé, ou au contraire ce que vous ne voulez pas que ça bouge. Et puis après vous vous visualisez dans 3 ans. Je dis 3 ans, c'est pas par hasard, parce qu'on sait que 3 ans c'est un laps de temps important, voilà. Et si vous pouvez vous imaginer dans quelques mois, bon, ça c'est plutôt bien, mais si vous arrivez à vous imaginer dans 3 ans, c'est encore mieux. Et ensuite, vous pouvez vous imaginer dans 10 ans. Et si vous vous imaginez dans 10 ans sans rien qui change, eh bien, essayez de trouver ce que vous pourriez faire changer dans votre couple. Parce que ce qui est important dans un couple, c'est évidemment que ça aille bien dans l'instant présent, mais c'est bien aussi d'avoir des projets et d'avoir des choses qu'on a envie de faire changer. Alors, si vous avez du mal à vous imaginer dans 1 an ou dans 2 ans, c'est forcément parce qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien dans votre couple. Et alors, à ce moment-là, vous pouvez essayer de voir qu'est-ce qu'il faudrait consolider. En tout cas, cette projection dans l'avenir, cette visualisation dans l'avenir, c'est un bon moyen de voir où vous en êtes dans votre couple. J'aime beaucoup cette proposition. Elle m'évoque un couple que j'ai eu en séance il y a quelques années, et avec une femme un homme qui se désolait parce que sa femme ne voulait plus faire l'amour. Bon, c'est quelque chose que j'entends assez souvent. C'est assez classique, oui. Voilà, et une femme qui petit à petit, au bout d'un certain moment, a fini par lâcher le fait que, oui, d'accord, ok, c'était vrai, mais il n'y avait rien qui se passait dans leur couple. Et elle disait, moi, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin que les choses changent, j'ai besoin qu'on fasse des travaux, qu'on ait des projets, qu'on parte en voyage, etc. Et tout est toujours compliqué avec toi. Et c'était très intéressant de voir que, en fait, comme son désir profond dans le cadre de la maison ou autre chose était finalement barré, eh bien son désir sexuel s'était lui aussi éteint. Et je trouve que cet exercice de visualisation dans le futur, il amène justement à relancer le désir. Et donc je trouve que c'est très très positif. Oui, en fait c'est tout simplement l'élan vital dont je parle souvent, qui en fait n'est que du désir. On vient au monde et puis on a des désirs dans tous les sens du terme, et quand on en a plus, c'est que notre élan vital est un petit peu étouffé, et il faut le réanimer très 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 vite, évidemment. C'est ça, et cet exercice de visualisation, à mon avis, probablement aide à relancer l'élan vital. Exactement. Et puis Sophie va nous parler de ce jouet qu'elle a reçu, ce jouet qui s'appelle Stimulateur Clitoris et Point G Supernova de la marque Satisfyer, et qu'on trouve bien sûr sur ruedesplaisirs.com, où vous pouvez encore faire vos petits achats pour Noël éventuellement. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume, bonjour Brigitte. Bonjour, merci Sophie. pour le cadeau. Voilà, il est tout blanc comme la neige. Voilà, je l'ai reçu en blanc, mais il existe en nude et en fuchsia. Oui. Bon. Il ressemble, alors je dirais, à un fœtus, mais ou un escargot, ou un P, je sais pas. J'étais un petit peu impressionnée au départ par la taille de la boîte et du jouet, mais en fait, il est très bien pensé, ce jouet. Et c'est pour ça ce qui explique sa taille. Donc, c'est un vibromasseur double plaisir, qui est silencieux. Il permet des orgasmes mixtes. Mais attention, il a un double moteur, donc tout est contrôlé individuellement. Donc, c'est tout d'abord un stimulateur clitoridien par la partie la plus imposante, mais qui
grâce à cette partie imposante, permet une préhension très bonne de l'appareil. Oui, en fait, c'est un womanizer doublé d'un spécial point G. Hein. Grâce à des ondes d'impulsion d'air, c'est ça. Plus ou moins intenses, il y a 11 programmes sur celui-ci. Et puis, donc, c'est aussi un vibromasseur vaginal du point G. Et sa particularité, je ne sais pas si vous voyez, Brigitte, il a une tige qui est incurvée, flexible et ajustable. Donc, il peut s'adapter à n'importe quelle anatomie féminine. Je vois. Très bien. D'accord. Et il est composé d'un silicone qui est très doux pour une insertion tout en douceur. Et les vibrations sont plus ou moins intenses. On peut avoir des vagues également ou des séries de vagues plus ou moins rapprochées. Oui, voilà. Il est bon. Visiblement, il est assez classique, mais en même temps, il est intéressant. Très intéressant. Je vois. Il est livré avec une notice pour moi qui est un petit peu trop succincte. Ça, c'est toujours. Ça, c'est le défaut général de tous les jouets, j'ai l'impression. Et un câble USB. Et donc, les deux petits points négatifs, ce serait pour arriver à l'éteindre. Il faut appuyer longtemps. En fait, longtemps sur les deux boutons, du haut et du bas. Ouais, mais ça c'est toujours le problème. Ils sont plus faciles à allumer qu'à éteindre. Remarquez, tant mieux. Hein. Oui, ça vaut mieux que l'inverse. Ouais. Oui. Et puis le deuxième petit point peut-être négatif, ce serait que le câble USB, il faut vraiment bien positionner l'appareil et son câble pour le recharger. Ça demande déjà quand même 3 heures. Mais sinon, c'est vraiment un jouet. Il peut s'appeler Supernova parce qu'il est super. D'accord. Il tient ses promesses alors. Double plaisir, vraiment parfait. Et il est à 59,90 €. Voilà, on vous le laisse, comme ça vous pourrez continuer à vous amuser avec. Sophie, quelle note vous lui donnez ? Alors, également, j'ai pas dit, mais on peut l'utiliser dans la baignoire. C'est pas négligeable. Et je lui donnerai donc 8 sur 10. 8 sur 10 pour ce stimulateur clitoris et point G Supernova de la marque Satisfyer que vous pouvez retrouver sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Merci beaucoup Sophie. On continue avec Stéphanie qui nous a rejoint. Bonjour Stéphanie. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Stéphanie. Alors, vous êtes en querelle, vous aussi, c'est une famille recomposée, c'est ça ? Tout à fait, oui. Donc moi je n'ai pas d'enfant personnellement. Et donc là, j'ai rencontré mon compagnon depuis 4 ans maintenant. Il a, à l'époque, ses 2 enfants avaient 15 et 17 ans, un garçon et une fille. Et nous sommes installés il y a 1 an et demi. Oui. Et donc pour tout le monde, ça a été difficile puisqu'il fallait s'adapter à tout le monde. Et en fait, c'est pour le fils où ça a été le plus compliqué parce qu'en fait, il a été élevé en enfant roi. Et là, du coup, il s'est retrouvé à devoir dire bonjour, merci, s'il te plaît. Mais par son père en enfant roi ? Oui, oui. Parce et que, c'est celui qui avait 15 ans ou 17 ans alors ? Alors, la fille a 17 maintenant, aujourd'hui, elle a 20 ans. Le fils a 18 ans aujourd'hui. D'accord. Mais lorsque nous nous sommes installés ensemble, le fils était en garde alternée et la fille était étudiante, donc elle n'était plus là. Et donc, en fait, cette installation a dû obliger à mettre en place du savoir-vivre et du respect en vivant en communauté. Et donc, en fait, cet enfant qui était élevé en enfant roi a eu beaucoup de mal à s'adapter parce qu'il était tranquille avec son père, avec sa petite vie, son ordinateur. Il faisait un peu ce qu'il voulait. Il rinçait pas derrière lui la douche. Il tirait pas forcément la chasse. Il avait à manger ce qu'il voulait quasiment. Et le fait de s'installer ensemble, en fait, ça a remis de l'ordre, je dirais. Dans cette famille, dans le sens où... vous êtes en train de lui apprendre un petit peu la vie qu'il faut, parce que le jour où il va rencontrer une femme, si... C'est ce que j'allais dire, oui, vous lui rendez service. Oui, mais là, du coup, il s'est monté contre moi, et il a monté ses grands-parents il y a 1 an déjà, contre moi, en fait. Il est allé raconter son ressenti, mais
son ressenti qui est d'adolescent en pleine crise en fait. Bien sûr, bien sûr. Et forcément, les beaux-parents, vos beaux-parents prennent parti pour lui, ça me paraît évident. Tout à fait. Et votre mari, enfin votre compagnon? Mon compagnon, en fait, a essayé lors d'un repas de famille il y a plus d'1 an où j'étais pas invitée, a essayé de clarifier le problème, à expliquer ce qui se passait réellement et comment je me comportais, et que c'était vraiment pas contre son fils, oui. Voilà. Et en fait, les grands-parents ont tenu mordicus que c'était de ma faute, en fait. Oui, donc, mais votre compagnon vous soutient. Oui, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Il trouve injuste que ses parents me rejettent alors que c'est absolument pas ma faute, parce que il dit qu'il est quelqu'un de bien et bienveillante, donc c'est dégueulasse, quoi. Et du coup, lui ne se sent pas de faire l'hypocrite et d'aller manger en famille sans moi. Donc du coup, il y va pas. Et on espérait qu'à Noël, ils revoient leur jugement sur moi et nous invitent. Et non, en fait, hier, on a reçu un SMS où il était invité tout seul. Et il y va pas. Ben non. Bon, donc tout va bien. Enfin, je veux dire, pour moi, oui. Moi, je m'en fiche complètement. Quoi. Non, mais Stéphanie, c'est malheureux pour lui. Oui, mais en même temps. En même temps, son fils a 18 ans, ça va se calmer avec l'âge. On peut espérer. 18 ans, c'est un âge très très complexe, et il a raison de ne pas rentrer en conflit avec son fils par rapport à vous, parce que c'est pas la peine non plus qu'il se fâche avec son fils. Donc, je trouve que votre mari a l'air d'être assez sage, si je puis dire, dans cette histoire. Et puis on voit bien, dans tous les témoignages qu'on reçoit là depuis le début de cette émission, on voit bien à quel point Noël, ça pose vraiment le problème de l'autonomie des enfants. Et quand je parle des enfants, c'est pas des nôtres, c'est en fait de nous par rapport à nos parents, c'est-à-dire la génération des parents par rapport à celle des grands-parents. Et votre mari, votre compagnon, il est vraiment, lui, justement, il est clairement positionné de votre côté. Et finalement, voilà, l'essentiel est fait, l'essentiel est dit, non? Ah oui. Ah oui, moi, après, j'ai de la peine pour les grands-parents parce qu'ils ont 80 ans. Donc, c'est malheureux qu'ils se privent de leur fils à cause d'un mauvais jugement, en fait. C'est leur problème. Hein. C'est leur problème. Ouais. Vous n'y êtes pour rien, hein, Stéphanie. Non. Alors, je culpabilise pas parce que il me le dit assez souvent que c'est pas de ma faute. Hein. Et non, c'est simplement que le sujet était. Je me sentais concernée par le sujet que vous souleviez. Oui, bien sûr. Vous êtes en plein dedans, et ça aurait pu être dramatique si en effet il avait pris parti pour ses parents et pas pour vous. Mais ça montre bien encore une fois qu'il a il a fait le choix qu'il faut faire, malheureusement. Oui, j'ai cette chance-là. Mais ça l'empêche pas d'aller voir ses parents. Mais il y va pas parce qu'en fait. Pas ce soir-là. Je veux dire, mais en temps normal, il peut aller voir ses parents. Tout à fait, oui, il peut y aller, mais après, je sais que c'est quelqu'un d'assez têtu et quelqu'un de très très juste, quoi. Donc il aime pas l'injustice et il estime que sa mère lui doit des excuses. Non, mais là il faut là il va loin, donc non, il faut le calmer. Ouais. Il faut le calmer parce que de toute façon, comme vous le dites, ils ont 80 passés. C'est des gens âgés qui n'ont pas certainement fait beaucoup de travail sur eux, qui certainement vous savez, c'est toujours la même histoire. Hein. La mère, et en l'occurrence, donc, vous n'êtes pas la mère de cet enfant. La belle-mère, je veux dire, donc la grand-mère, considère que son fils fait partie de sa famille et que vous êtes l'intrus. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne dans pratiquement toutes les familles. Alors après, il y a ceux qui sont suffisamment intelligents pour arriver à passer au-dessus.
Et il y a tous ceux qui ont cette sorte d'archaïsme de la reproduction et des gènes qui nous... Bon, et ben ceux-là, il faut pas essayer de rentrer en conflit et pas essayer de leur expliquer quoi que ce soit. Donc je pense que votre mari, il faut qu'il comprenne que c'est très archaïque et que on a des tas d'histoires sur ce sujet depuis la nuit des temps. Et ben c'est pas grave, il fait semblant de pas rentrer dans ce sujet-là et puis voilà. Une chose que vous pourriez faire peut-être, c'est prendre un temps de dialogue avec votre mari, le remercier pour tout ce qu'il fait pour se mettre de votre côté, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est chouette qu'il le fasse. On est beaucoup dans la communication, oui. Ça c'est super. Donc renouveler ses remerciements et puis l'ayant remercié, lui dire aussi que c'est pas la peine qu'il rompe totalement avec ses parents, même si à Noël vous préférez qu'il soit de votre côté, bien sûr. Oui, mais je lui ai dit justement hier, j'ai dit peut-être que tu pourrais aller voir tes parents à midi seul et peut-être essayer de parler avec eux. Mais bon, voilà, là, il l'a entendu et j'ai dit réfléchis. Mais bon. Oui, c'est l'essentiel qu'il l'a entendu. Oui, mais qu'il essaye pas. Il n'a pas besoin d'essayer de parler avec eux. Je pense que ça, c'est pas la peine. Plus il va parler, plus ça va attiser le rejet qu'elle a contre vous. Donc il faut juste aller les voir parce que c'est ses parents, c'est normal. Et puis c'est bien qu'il aille les voir. C'est aussi son devoir de fils. Et puis voilà. Mais en revanche, son amour pour vous est là et c'est ça qui est formidable. Oui. Voilà. Oui. Après, ce qui est malheureux, c'est que j'en profite pour vous le dire. En fait, j'ai créé un groupe Facebook sur les familles recomposées difficiles. Et j'ai plus de 18 000 membres à l'heure actuelle. Et c'est souvent le sujet qui ressort actuellement. C'est les belles-mères qui sont pas acceptées dans la belle famille parce que ils ont pas fait, ils sont pas passés au-dessus de l'ancienne, de la mère des enfants. Ils préfèrent avoir l'ex-femme à la table à Noël plutôt que la nouvelle compagne de leurs enfants. Enfin, c'est un sujet qui ressort beaucoup. Ou même les cadeaux de Noël aussi, les beaux enfants qui ne sont pas pris en compte dans les cadeaux par la belle famille. Enfin, tout ça, ce sont des sujets très compliqués. C'est ce que vous disiez, Brigitte, à l'instant. C'est juste un exemple de plus de quelque chose de finalement extrêmement courant, quoi. Oui. Écoutez, merci de votre témoignage. En tout cas, Stéphanie, ça va rassurer quelques femmes qui sont certainement dans votre cas. Ça va les rassurer, elles ne sont pas seules. Non. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant pour conclure avec Guillaume de Brébisson qui est avec nous. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous allons conclure avec Sophie qui va nous raconter ses malheurs. Guillaume de Brébisson. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte. Bonjour Guillaume. Oui, alors les fêtes de fin d'année, de Noël en famille, ça a été longtemps très compliqué. Pour notre famille, mon mari et mes 2 filles, puisque dans ma belle famille, ça se passait très mal. Mon mari, il a 5 sœurs, et donc vous imaginez la belle fille qui arrive avec les 5 belles sœurs, les yeux rivés, qui en plus elles sont plus âgées que moi, il y en a une qui a 30 ans de plus, l'autre 20, l'autre 10. Ah oui, en effet, oui. Voilà, donc c'était, on va dire, très compliqué. Et donc... c'est pas des vieilles filles quand même. Non, alors toutes mariées avec des enfants, donc les cousins, les petits-enfants pouvaient se retrouver, ça c'était formidable. Mais par contre, moi j'étais transparente, la bête à tuer, et j'ai beaucoup souffert pendant les fêtes de famille, ce qui occasionnait de grosses scènes de ménage, et ça a eu beaucoup d'impact négatif sur notre couple avec mon époux pendant des années, et jusqu'au jour où on a décidé tous les deux de s'éloigner de sa famille. Et puis de prendre le large pour le sud de la France, et là ça a été le pied, puisque
puisqu'en fait, on ne pouvait plus se déplacer. Vous étiez trop loin. La distance, compliqué. vous avez mis de la distance au sens propre et au sens figuré. Mais voyez, ce qui est intéressant dans votre témoignage, et je vais donc le relever pour ceux qui nous écoutent, Sophie, c'est que quand on est encore très jeune, on est encore, enfin, je veux dire, des enfants, on a encore besoin du regard de l'autre, de se sentir accepté, exister, intégré. Donc c'est normal que vous aviez du mal à supporter cette sorte de rejet de la part de toutes ces sœurs. Vous aviez envie de rentrer dans la famille et on vous laissait pas rentrer. Donc c'était assez normal que et après vous avez. C'était une grande famille. Mon mari était le dernier des 6 enfants. Donc je suis rentrée dans un clan. Moi j'étais fille unique. Et j'ai toujours cherché justement les grandes familles pour tout ce que j'avais pas connu. Oui, vous aviez envie d'avoir des sœurs, des frères. C'est ça. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Et peut-être que d'ailleurs vous étiez trop en demande quand vous avez la première fois et que ça a provoqué un rejet encore plus violent. Moi, j'allais vous demander si vous n'étiez pas mieux accueilli maintenant que justement vous êtes parti dans le sud. Vous avez dit c'est le pied. C'est vraiment, vous êtes vraiment contente. Oui, alors non, je vais vous dire parce que malheureusement mon mari a perdu, en fait il est le 6e et il a perdu ses parents qui étaient fort âgés et donc maintenant ils sont décédés tous les deux récemment. Voilà, la mamie est partie il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans et le papy est parti il y a déjà 7 ans. Ouais. Et il s'entend plus avec ses sœurs, ça a prouvé des... Ah, pas du tout. Ça n'a jamais. Alors il y a 2 sœurs sur 5 qui sont, j'allais dire, il y en a une qui est complètement neutre, donc avec qui on garde toujours des relations. Et puis l'aînée de la famille qui elle n'a pas eu d'enfant et qui a pris mon époux un peu comme son fils entre guillemets, puisqu'elle avait plus de 20 ans quand elle est partie. Du foyer, donc elle a toujours pris son dernier petit frère comme sous sa coupe un peu. Voilà, parce que ma belle-mère était âgée quand déjà. Oui, voilà, 6e enfant, oui, on comprend bien. Oui. Et donc elle sert un peu de substitut de maman, et donc avec elle on a gardé des contacts. Et puis la deuxième sœur qui est assez neutre. On arrive quand même à communiquer très très bien, mais par contre les 3 autres, c'est impossible. Oui, mais vous savez, Sophie, quand les parents sont morts, décédés, et ce qui est le cas, après on fait son choix de rester en lien avec certains frères et sœurs et pas avec d'autres. Parce qu'il n'y a plus justement, si je puis dire, le pont parental qui réunit la famille. Donc c'est très bien, vous en avez gardé 2, les 3 autres... Vous avez bien fait de partir dans le sud, j'ai l'impression. Vous avez bien fait à un moment donné de considérer que c'était votre couple et votre famille à vous qui était prioritaire, quoi. C'est surtout ça. C'est ça, parce qu'on a souffert vraiment pendant 15 ans, je vous assure, ça a été compliqué. Et finalement, aujourd'hui, on s'est recréé, mon époux a gardé des liens très forts avec ses neveux, enfin avec nos neveux, et on recrée des petites réunions de famille, parce qu'ils sont également descendus dans le sud, quasiment tous, et on est à 300-400 km, enfin c'est plus simple pour se retrouver, et là dernièrement on a vu les neveux, et ça recrée une petite ambiance familiale pour mon époux, parce que moi j'étais fort triste de tout ça, et voilà. Mais en tout cas, il y a ma propre famille, j'ai encore mes parents, et donc par contre, de mon côté, mon époux a toujours été pris comme le 2e fils. Voilà, le 2e enfant de la famille. Puisque je suis fille unique, donc ça faisait le 2e enfant, et donc là l'ambiance est très en paix, très sympathique, et d'ailleurs on y va là bientôt, là dimanche prochain, donc voilà, c'est sympa. Vous avez une vraie famille finalement, vous avez reconstitué une vraie famille avec ces sœurs qui sont soit neutres, soit aimables, avec les neveux, avec vos parents, etc. Vous avez fait une famille hors frontières. Je trouve que vous avez su faire le tri, et je suis contente qu'on termine avec ce témoignage-là, parce qu'encore une fois, on n'est pas obligé aujourd'hui, on l'était peut-être il y a un siècle, mais aujourd'hui on n'est pas obligé de se sentir coincé par sa famille et d'être obligé d'aller passer la fête en famille, quoi. On a quand même cette liberté-là. Il faut la faire, en revanche, il faut la choisir, cette liberté, en conscience. Il faut pas, ça doit pas être par rejet, par révolte, parce que sinon ça peut faire des dégâts en nous. Mais si on a clairement compris que ça nous faisait du mal, on peut très bien ne pas y aller. Il faut éviter le ressentiment, mais en même temps, je suis tout à fait d'accord. Je pense que
L'important, c'est de faire en sorte que soit d'être bien, que son couple aille bien, que la famille qu'on a fondée aille bien. Et si si c'est en contradiction avec la famille d'où on vient, on en tire les conséquences, c'est tout. Et le plus tôt est le mieux, voilà. Et puis la vie passe et parfois les choses changent aussi. Donc c'est tout simple finalement. Faut juste oser, quoi. Exactement. Merci en tout cas, merci beaucoup Sophie. Merci Christophe de Brébisson. Je rappelle que vous êtes auteur de différents livres et on peut vous retrouver notamment dans S'expanouir aux éditions First. Le titre laisse à comprendre que c'est un livre qui permet justement d'avoir une sexualité plus harmonieuse dans le couple. On sera demain avec Christophe Médicis, je vous l'ai dit, on essaiera de vous proposer des idées de cadeaux, puis vous nous raconterez quels ont été vos plus beaux cadeaux de Noël ces dernières années. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan.